Oula, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Maroc-Espagne à la une de cette édition. Les deux pays amorcent un nouveau tournant dans leurs relations bilatérales. Consécration de cette nouvelle étape, une ambitieuse feuille de route que les deux pays entendent établir. Nous en parlerons avec le professeur de droit et politologue Moustapha Sahini, et notre invité. De l'actualité internationale également au menu de ce journal. La course à l'Elysée est ouverte. Aujourd'hui, les Français glissent leurs bulletins dans les urnes pour ce premier tour de l'élection. Un premier tour qui fait craindre un record d'abstention. Quels enjeux de ces élections pour le Maroc? Ce sera dans quelques instants. Du tennis dans ce journal avec la finale du Grand Prix Hassan II de tennis. Une finale difficile. Elle réunit cet après-midi les tennismen belges David Goffin et slovaque Alex Molcan. Bonjour, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a reçu hier à la résidence royale à Salé son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui effectue une visite à son deuxième pays, le Maroc, et a offert un iftar en son honneur. Ont été conviés à cet iftar son Altesse Cheikh Hamdan Ben Zayed Al Nahyan, représentant du gouverneur dans la région de Zafra, son Altesse Cheikh Hazza Ben Zayed Al Nahyan, vice-président du conseil exécutif de l'émirat d'Abu Dhabi, son Altesse Cheikh Nahyan Ben Zayed Al Nahyan, président du conseil des conservateurs de la fondation Zayed Ben Sultan Al Nahyan des œuvres humanitaires et de bienfaisance, son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan, vice-président du conseil des ministres et ministre des affaires de la présidence, ainsi que plusieurs personnalités accompagnant son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Et comme chaque dimanche, la rétrospective des activités royales de la semaine, Iman Abou. L'opération nationale Ramadan 1443, la 23e du nom, lancée mardi par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'ancienne Médina de Rabat. Une action de générosité hautement significative en ce mois béni, initiée par la fondation Mohammed V pour les... Elle traduit la sollicitude royale constante envers les populations en situation de vulnérabilité sociale et vient consacrer les valeurs d'humanité, d'entraide et de partage. Avec une enveloppe budgétaire de 103 millions de dirhams, l'opération bénéficie cette année à près de 3 millions de personnes, établies dans 83 provinces et préfectures du royaume et regroupées au sein de 600 000 ménages. 77% des familles bénéficiaires vivent en zone rurale. Pour le bon déroulement de cette opération, des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles, au niveau de plus de 1800 points de distribution mis en place à travers le territoire national. Ils veilleront à la remise de l'aide alimentaire aux 600 000 chefs et représentants des familles bénéficiaires. Jeudi, Palais Royal de Rabat. Sa Majesté le roi reçoit Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, qui a effectué une visite au Maroc à l'invitation du souverain dans le cadre d'une nouvelle étape de partenariat entre les royaumes du Maroc et d'Espagne. Au cours de cette audience, Pedro Sánchez a tenu à réaffirmer la position de l'Espagne sur le dossier du Sahara marocain, considérant l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Il a été également convenu de mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre d'une feuille de route couvrant l'ensemble des domaines du partenariat, intégrant toutes les questions d'intérêt commun. Et à la résidence royale à Salé, Sa Majesté le roi, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a offert un iftar en l'honneur du président du gouvernement espagnol. Maroc, Espagne, les deux pays amis et voisins inaugurent un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales. Fruit de cette nouvelle étape, une feuille de route trace une série d'objectifs communs et les préparatifs pour l'opération Marhaba. Retour à Iman Abou pour les développements. L'Espagne et le Maroc tracent une nouvelle feuille de route, fondée sur des bases plus solides. Et cette feuille de route comprend désormais plusieurs éléments.
À leur tête, les sujets d'intérêt commun qui seront traités dans un esprit de confiance dans la concertation, loin des actes unilatéraux ou des faits accomplis. Rabat et Madrid jettent les bases d'une relation en phase avec son temps, du XXIe siècle. De mon expérience en tant qu'ancien chef du gouvernement, je garde un souvenir vivace, celui des sentiments de compassion et d'affection dont Sa Majesté le roi Mohammed VI témoigne constamment pour l'Espagne. Le souverain est conscient de l'importance des relations entre les deux pays. Je suis convaincu qu'il y aura un avant et un après avec ce tournant historique. À la faveur d'une diplomatie royale agissante et clairvoyante, le futur partenariat est perçu selon une approche globale et équilibrée. Les priorités de coopération sont aujourd'hui d'ordre économique pour consolider davantage les relations entre les entrepreneurs des deux pays. La gestion des flux migratoires est tout aussi une priorité, tout comme la coopération dans la politique sécuritaire. D'emblée, la nouvelle feuille de route prend forme. Le groupe permanent maroco-espagnol sur la migration se réunira prochainement. Une autre réunion est programmée sur la facilitation des échanges économiques et des liaisons entre les deux pays. Un soutien historique de Madrid donc à l'intégrité territoriale du Maroc, une ambitieuse feuille de route, un nouveau départ dans les relations maroc-espagnoles. Pour nous en parler, nous recevons le professeur de droit et politologue Mostafa Shimi. Bonjour. Bonjour. D'abord, cette nouvelle position du gouvernement espagnol qui considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme crédible pour la résolution de ce différend. Il faut observer que c'est la réparation d'une injustice historique de l'Espagne à l'endroit du Maroc pour ce qui est du Sahara marocain. Nous avions ce problème depuis 1975, depuis les accords de Madrid, ça fait plus de 47 ans, donc avec le pays voisin. Cette crise a été opportune, elle a été l'occasion de mettre tous les dossiers sur la table et de jeter enfin les bases solides d'une nouvelle ère. Sur la base de quoi? Sur la base d'un certain nombre d'éléments fondamentaux. Il y a une déclaration conjointe qui est un texte important, c'est-à-dire un cap, une vision, une doctrine d'avenir avec des modalités, des étapes, des mesures immédiates. Vous avez fait référence à l'opération Marhaba et d'autres choses, etc. Et puis l'institutionnalisation d'un cadre de dialogue politique. Ça, c'est un grand acquis aujourd'hui. Et justement, on retient de la déclaration conjointe le rétablissement de la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises, la réactivation du groupe de travail sur la délimitation des espaces maritimes dans la façade atlantique, l'opération Marhaba. Quel commentaire en faites-vous? C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire il y a des principes généraux qui ont été consacrés par cette déclaration conjointe et qui répondent aux préoccupations de Sa Majesté le Roi et qui avaient été reprises d'ailleurs ces préoccupations-là par le roi d'Espagne puis par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. C'est des principes qui sont maintenant établis, la confiance, le respect, le dialogue, pas de décision unilatérale et une ferme volonté d'un partenariat exceptionnel à promouvoir entre les deux pays. Donc voilà ce qui est acquis. Il y a du concret aussi. Il y a le solide, il y a des fondements et dur, mais il y a aussi du concret. Et c'est tous les processus qui vont être mis sur pied dans les mois à venir pour asseoir cette coopération multidimensionnelle dans un certain nombre de secteurs économiques, sociaux, culturels, humains et autres. Et l'ONU a pris acte du soutien espagnol du plan d'autonomie marocain. Pensez-vous que ce nouvel acquis pour le Maroc pèsera dans la balance lors de la réunion de la séance du Conseil de sécurité le 20 avril prochain? La nouvelle position de Madrid sur la question nationale a un paramètre supplémentaire par rapport à d'autres pays. Pourquoi? Parce que l'Espagne a une responsabilité historique, c'est l'ancienne puissance coloniale. Et donc c'est un facteur particulier pour une nouvelle appréhension de la question nationale. Il y a le 20 avril une réunion du Conseil de sécurité, c'est une réunion à huis clos. Ça, c'est un rapport d'étape qui doit être fait, donc 6 mois après la résolution de fin octobre 2021. Il y a quoi au menu de cette réunion? Il y a un rapport du nouvel émissaire spécial Staffan de Mistura qui va faire le point sur le processus de négociation et va signaler quoi? Il va signaler le blocage
de l'Algérie du mouvement séparatiste qui ont décidé de ne pas participer à la formule de la table ronde. Il y aura également un rapport du chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, qui est un Russe, qui va faire le point sur la situation dans les provinces sahariennes, et en particulier pour ce qui est du rôle de la mission. Et il va relever que le mouvement séparatiste continue à porter atteinte de diverses manières, donc au respect du cessez-le-feu. D'ailleurs, le même mouvement séparatiste a déclaré en novembre 2020 qu'il n'allait plus respecter le cessez-le-feu qui avait été institué en septembre 1991. Donc voilà une situation intéressante au niveau du Conseil de sécurité. 1, le blocage de l'Algérie quant au processus de négociation. 2, le mouvement séparatiste qui ne respecte pas le cessez-le-feu. Autant de paramètres qui vont être pris en considération par le Conseil de sécurité. On vient de parler de France, donc la France qui se rend aux urnes aujourd'hui. Près de 49 millions de Français sont appelés à élire leur président dans un contexte marqué par la persistance de la pandémie, l'envolée des prix, le pouvoir d'achat, une baisse du pouvoir d'achat et des hostilités en Ukraine. Un premier tour qui fait craindre un record d'abstention au même armi. Aux urnes, citoyens. Les Français votent au premier tour de l'élection présidentielle après des mois d'une campagne inédite. Pour les spécialistes, il fait craindre une forte abstention. À midi heure française, la participation est en baisse de 3 points. Je viens voter pour faire déjà mon devoir, ce qui est très important, et surtout cette année d'autant plus, parce qu'il y a quand même des problèmes qu'il faut essayer de résoudre, pour nous et puis pour la France surtout. Parce qu'il y a trop de gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de vote, on ne peut pas mépriser ça. Et donc, qu'est-ce que c'est de se lever un peu plus tôt pour aller voter à temps et exprimer son opinion. Après, on n'a plus à se plaindre si on n'est pas content de ce qui se passe. Si on n'a pas voté, c'est logique. Si on a voté, en revanche, on s'est exprimé et on peut faire bouger les choses. Lancée alors que le pays subissait une vague de Covid-19, la campagne s'est poursuivie avec en toile de fond la guerre en Ukraine, la forte hausse des prix de certains produits, en particulier l'énergie, autant de facteurs qui font redouter un taux d'abstention record. Comme il y a 5 ans, les favoris au second tour du 24 avril sont le sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec cette fois-ci Jean-Luc Mélenchon en embuscade dans le rôle du troisième homme. Les premières estimations sont attendues à 20h. Nous venons donc de le suivre. La France élit son nouveau président. Quels enjeux de ce scrutin, en particulier pour le Maroc, professeur ? 1, c'est une affaire franco-française, bien sûr. 2, ça nous intéresse. Pourquoi ? Compte tenu de la nature, de la dimension des relations entre Paris et Rabat, il y a des candidats de l'extrême droite qui sont islamophobes, qui sont contre l'immigration, qui n'ont fait campagne que pour ça, c'est leur fonds de commerce. Il y a à côté de ça d'autres candidats qui ont des positions différentes. Ça nous intéresse parce que c'est ce qui nous préoccupe, c'est la continuation des rapports privilégiés avec Paris, plus encore l'amélioration de ces rapports. Et bien évidemment, on ne peut pas être indifférent aux résultats, pas du premier tour, mais surtout du deuxième tour. Et c'est avec beaucoup d'intérêt, de préoccupation que nous suivons ce scrutin, compte tenu de la diversité et de la densité des rapports entre les deux pays. Mostafa Sahimi, professeur de droit et politologue, merci d'avoir répondu à nos questions. La cité ocre à l'heure de la finale du Grand Prix Hassan II de tennis, une finale corsée qui réunira cet après-midi les tennisman belges David Goffin et slovaque Alex Molcan. Ça se jouera au cours du Royal Tennis Club de Marrakech. Boubkar Ben Rabrit. Après avoir créé la surprise en éliminant en 8e de finale la tête de série numéro 1 du tournoi, le Canadien Félix Auger-Aliassime, le Slovaque Alex Molcan, 65e mondial, a continué à créer la sensation à la 36e édition du Grand Prix Hassan II. Alex Molcan s'est défait du Serbe Laszlo Djere, classé 55e mondial en tête de série numéro 8 du tournoi, par 2-7-0, 6-1, 7-5. Alex Molcan jouera aujourd'hui à Marrakech sa première finale dans un tournoi ATP. Dans l'autre demi-finale, le Belge David Goffin, 74e mondial, a battu l'Argentin Federico Coria,
60e mondial par 2-7-0, 6-3, 6-3. Une finale slovaco-belge très attendue cet après-midi au Royal Tennis Club de Marrakech. La 35e édition de ce tournoi avait été remportée en 2019 par le Français Benoît Paire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le Télédiario, votre journal en espagnol. Excellente suite des programmes sur Al Oula.